Pablo Neruda, au seuil de ces entretiens, je me trouve un peu embarrassé. J'ai retrouvé un texte d'une conférence prononcée en 1954 à l'université de Santiago du Chili, dans laquelle vous dites que vous n'aimez absolument pas parler de votre poésie et de vous-même. Cependant, vous ne pouvez pas faire en sorte que cette poésie n'existe pas et très particulièrement n'existe pas à travers vous, à travers votre biographie. J'aimerais en quelque sorte que vous me donniez l'autorisation de braver ce texte et que nous parlions de votre poésie. Gilbert Dupré, je vous suis tellement reconnu depuis le temps que je vous connais, et particulièrement quand nous avons fait ensemble une rencontre poétique qui a été quelque chose de très important pour moi, de telle façon que maintenant que vous me posez ce problème, je ne dois que répondre que j'essayerai de mon mieux de vous satisfaire, étant donné que véritablement je suis contraire à la spéculation philosophique et critique autour de la poésie et autour des gens qui font la poésie. Enfin, raison splendide et lumineux des monts. Toujours, j'ai pensé que la poésie est un produit naturel du poète et que le poète doit être une espèce d'artisan. Même si je suis un homme qui connaît quelques livres et qui a une éducation universitaire et qui reconnaît la valeur de la tradition et de l'héritage culturel, je me suis refusé à penser qu'autour d'une chose tellement minime ou tellement grande, mais en tout cas élémentaire, comme doit être la poésie, on fasse tellement de nuages. De la grappe absolue, du midi rectiligne. La poésie doit être, à mon avis, terrestre. Tellement de choses superplanétaires autour de la poésie me confondent extrêmement. Enfin, nous y voici, et seuls, sans solitude, loin de cette folie sauvage de la ville. Il y avait chez moi un poète, d'ailleurs un très bon poète, s'appelle Huidobro, Vincent Huidobro. Il a vécu beaucoup en France, il a écrit même en français. Et dans un de ses poèmes, il dit: "El poeta es un pequeño Dios", le poète est un petit Dieu. Je trouve que cette conception du poète égocentrique et qui fait une prolongation d'annoncianisme dans l'époque moderne nuit énormément à la poésie. On a entouré la poésie d'une telle quantité de mystères qui n'existaient pas, que le grand public, c'est-à-dire les hommes, le peuple, les gens communs et simples, se sont éloignés de la poésie. Raison et amour nus habitent la maison. Alors, est-ce que c'est possible que ce soit l'œuvre des poètes éloigner l'homme courant, l'homme quelconque, et l'éloigner de la poésie? Est-ce que ce n'est pas une œuvre des ennemis de la poésie? Depuis Mallarmé, cet excellent poète qui a fait un des premiers grands pas pour éloigner la poésie de la conception générale, en étant un anti-Hugo, un anti-rhétoricien, mais créant une nouvelle rhétorique avec ça. Depuis lors, les poètes se sont pris à cette tâche avec acharnement. Ils ont réussi énormément à séparer totalement le peuple de la poésie. Songe furieux, fleuve d'amère certitude. Comment est-ce que nous pouvons envisager un isolement de la poésie comme si elle était une science obscure, comme si c'était une espèce de métaphysique qui est réservée seulement pour quelques-uns? Songe furieux, fleuve d'amère certitude. Plus dure décision qu'un rêve de marteau. Je ne parle pas de faire une poésie qui, par sa vulgarité, puisse être à la portée de chacun. Non. Songe furieux, fleuve d'amère certitude. Plus dure décision qu'un rêve de marteau. Vous tombez sur la double tête des amants.
Je trouve que la poésie doit être, par son excellence, à la portée d'une grande majorité des êtres humains, comme c'était avant que les livres existaient, quand existait la chanson de geste, quand existait la tradition orale. C'est-à-dire qu'il s'agit en fin de compte de retrouver cette espèce de transparence qui permettait aux lettrés de communiquer avec le peuple. Oui, un grand poète de mon continent, un grand poète péruvien, César Vallejo, a dit une fois que si l'œuvre était apte pour une minorité restreinte et savante, pouvait être très belle. Si l'œuvre était pour une grande majorité pas savante, c'était très bon. Mais que si l'œuvre pouvait être à la fois pour cette minorité et pour cette majorité, alors l'œuvre était sublime. C'est ça, pour lui, l'idéal de toute œuvre artistique. Jusqu'à ce que ce soit dressé sur la balance. Peut-être c'est lui qui a la raison en cela. Une œuvre qui accepte les exigences, la rigueur du créateur avec les mouvements naturel d'évolution de la poésie et en même temps qui puisse avoir, comme vous dites, cette transparence qui a été l'origine séculaire comme d'un ruisseau qui vient du fond des temps. L'amour et la raison, ces deux ailes jumelles. Mais Pablo Neruda, n'est-ce pas parce que vous aviez en quelque sorte conscience de la nécessité de cette transparence que de tout temps, semble-t-il, vous vous êtes senti poète, que vous n'avez jamais douté de votre état poétique? C'est vrai, j'ai commencé à écrire depuis ma tendre enfance. C'est ainsi que se construisit la transparence. Et naturellement que cette littérature qu'on fait depuis l'enfance est pleine de puérilité et d'ignorance. C'est pour ça que je vous dis, même avec cette assurance que le poète doit avoir, cette conscience de sa vocation, cette conscience de sa destinée, et les acquisitions seront précieuses, mais le fond intégral de lui est la suprême raison du poète. Les apports que la culture et la lecture vont déposant dans son œuvre et dans son développement restent importants, mais le fond est tout à fait comme l'indisputable de son essence même. Vous me demandez ces questions à côté d'un des poètes que j'aimais le plus, Baudelaire, parce qu'il a vécu dans cette maison pendant des années. Et vous voilà, le fait indiscutable que un homme d'un esprit critique si aiguisé comme Baudelaire, qui était un des meilleurs critiques d'art de tous les temps, de notre culture. Quand je dis notre culture, disons de la culture latine. Et le plus remarquable dans cette poésie qu'on pourrait appeler avec un mot moderne sophistiqué, c'est sa puissance naturelle. Même si on trouve les plus difficiles chemins et les tourments les plus amers dans la poésie de Baudelaire, ce qui nous frappe le plus, c'est son authenticité et sa puissance de transmettre ce que Théophile Gautier a baptisé les frissons nouveaux. Mais ces frissons nouveaux, c'est seulement la transmission d'une poésie véritable, d'un chant qui est à la fois la dignité de la conscience et aussi la possibilité de transmettre de plus en plus les sentiments nouveaux ou anciens d'un état poétique
et que puisse cet état poétique apporter aux gens une espèce de purification ou d'adhésion à sa propre vie. Les tourments de Baudelaire, ses douleurs ou sa recherche intellectuelle ont été tellement puissantes que même aujourd'hui, après un siècle, on dit un monde baudelairien, pas seulement un style, une essence baudelairienne. C'est-à-dire que la puissance de son être était supérieure aux éléments intellectuels de son expression. Cependant, vous différez du tout au tout de la transparence baudelairienne. Baudelaire a vécu dans une ville, dans une civilisation en cours de transformation. Vous êtes un poète, vous, presque naturel. Je veux dire par là que le monde de la ville n'a pas dévoré votre enfance comme il a dévoré celle de Baudelaire. Peut-être je suis peu dévorable, mais je vous avoue que je n'ai pas l'intention de condamner une poésie urbaine qui se développe dans le monde entier par beaucoup de poètes et qui a la caractéristique d'un rapprochement à la réalité du siècle, à la réalité nouvelle. L'état de poète naturel que vous me donnez me fait énormément d'honneur. Et peut-être c'est la vérité. Mais dans les derniers temps, je ne sais pas si en français, mais en anglais, et dans notre langue espagnole, on a beaucoup pensé que les sentiments poétiques ne pouvaient être seulement dans la campagne, dans la nature, mais qu'il y a cette énorme chose qui s'appelle la ville, la grande ville. Qui est notre présent, mais qui est aussi notre avenir. Naturellement. Alors, une poésie qui se prononce pas d'une façon rhétorique, mais dans les mots les plus habituels, en ayant naturellement gardé l'essence poétique, c'est pour moi aussi un idéal de poésie. Ça dépend du poète. Et ça dépend pas seulement de sa capacité, sa puissance d'expression, mais aussi de qu'il puisse sentir véritablement dans la ville un enchantement ou une torture qui le préoccupe et qui atteint à son monde et à son pouvoir créateur. C'est-à-dire, je suis l'antidogmatique par excellence. J'ai fait moi-même, j'ai écrit beaucoup de poèmes politiques, parce que j'ai trouvé que c'était les besoins naturels des circonstances, et que ces circonstances étaient d'une telle grandeur qui méritait absolument que les poètes soient présents avec beaucoup d'autres hommes dans des moments de l'histoire. Mais si les jeunes poètes qui viennent me voir quelquefois me demandent pour la poésie politique ce qu'il faut ou non, si c'est un devoir, une tâche inéluctable, immédiate, la poésie politique, civique, je leur dis, continuez d'abord à faire votre poésie intime, votre poésie amoureuse, votre dialogue avec vous-même pour vous découvrir. Et seulement quand quelque événement vous touche jusqu'aux racines de votre sens et de votre être, alors seulement écrivez une poésie politique, qui est peut-être la poésie la plus difficile de toutes, même s'il a été tellement pratiqué presque par tous les poètes, spécialement de notre époque, et aussi des temps anciens. Enfin, raison splendide et lumineux des monts, de la grappe absolue du midi rectiligne. Enfin, nous y voici, et seuls, sans solitude, loin de cette folie sauvage de la ville. Lorsque la ligne pure a cerné sa colombe,
et le feu décorer la paix de sa substance, nous érigeons tous deux ce résultat céleste. Raison et amour nus habitent la maison. Songe furieux, fleuve d'amère certitude, plus dure décision qu'un rêve de marteau, vous tombez sur la double tête des amants. Jusqu'à ce que se soient dressés sur la balance l'amour et la raison, ces deux ailes jumelles. C'est ainsi que se construisit la transparence. Pablo Neruda, j'entends bien que l'engagement politique est une expression profonde de l'homme. Mais hier, vous écoutant, je pensais à un mot qui revient souvent dans le mémorial de l'île Noire qui vient de paraître. C'est le mot brûlure. Et j'étais en train de penser qu'il fallait en quelque sorte que l'événement soit au poète cette brûlure dont vous ne cessez de parler et dont on peut penser qu'elle est à l'origine de votre poésie. Oui, je crois que la poésie doit être l'effet d'une grande brûlure, ou d'amour, ou de feu. Et quant à moi, cet événement est arrivé en Espagne. J'étais toujours contre la poésie politique par ces raisons qui sont superficielles, parce que les gens disent « Oh, assez de politique », que d'ailleurs, cela a été le commencement du fascisme dans le monde, parce qu'assez de politique, mais c'est une forme d'immunisation de la conscience civile qui ont pratiqué toujours le fascisme ou le pré-fascisme. Mais en parlant de notre thème, notre sujet, aussi moi-même, j'ai pensé que par certaines délicatesses d'esprit, qui ne veut pas confondre les choses qui sont devenues vulgaires à cause des différents François Copé, de toute la littérature, on devait s'abstenir. Mais c'est exactement ce qui est arrivé, que je vous disais, que j'ai conseillé. Soudainement est venu vers moi l'éternel humain, l'éternel collectif. Ça a été pendant la guerre d'Espagne. Vous demanderez où sont les lilas et la métaphysique couverte de coquelicots et la pluie aux mots criblés de lacunes et d'oiseaux. Voici. Alors, comme vous savez, et je l'explique dans quelques-uns de mes poèmes, j'ai été forcé, pas par l'extérieur, mais parce que les événements ont été partis de moi-même, à exprimer d'autres sentiments que mes sentiments intimes. Mais ça n'est pas arrivé à moi seul, mais à beaucoup de poètes de mon époque. Et je ne parle pas comme si j'avais découvert quelque chose, mais je parle seulement de la découverte en moi-même, de mon devoir à ce moment, mais mon devoir était aussi mon amour. Avant que vous ne nous parliez conséquemment de la guerre d'Espagne, car je crois que nous sommes dans un temps où il faut reparler beaucoup des leçons qu'on peut et qu'on doit en tirer, quel était le jeune homme Pablo Neruda qui est arrivé à Barcelone? Quel était ce jeune homme qui a vécu à Temuco, qui a rencontré Gabriela Mistral, qui s'est promené dans les forêts avec un certain nombre d'hommes, à mine plus ou moins patibulaire, qui a suivi son père sur les voies ferrées? Quel était ce jeune homme et comment il est venu à s'arracher à lui-même, à prendre d'abord conscience de lui-même dans sa poésie et à s'arracher à lui-même? Avant de parler de ça, s'il faut en parler, je devrais vous dire que je venais à ce moment-là d'une grande solitude. J'avais passé des années presque tout seul, immobilisé dans l'Extrême-Orient. J'étais un petit consul très solitaire qui a habité pendant un certain nombre d'années des pays que j'ai aimé beaucoup et j'ai détesté aussi. Des pays très difficiles pour un jeune homme à vivre, sans connaissant ni le langage, ni la psychologie des peuples tellement différents. Mais à la fin,
J'ai compris à Ceylan, à Indonésie, qui s'appelait Java à ce moment-là, aux Indes, les liens communs entre les hommes. J'ai pu passer d'abord de l'incompréhension absolue envers ses mœurs, envers ses religions, envers ses arts et sa musique, à un intérêt et à une communauté spirituelle. C'était le moment de la première lutte de l'Asie contre le colonialisme. J'ai assisté aux grands meetings où se formaient les partis du Congrès, les partis de Mahatma Gandhi. J'ai connu les étudiants et les gens qui formaient d'abord, et puis les artisans et les ouvriers qui formaient cette majorité qui a suivi Gandhi dans une lutte assez singulière et assez victorieuse. Et à Ceylan, j'étais déjà après l'Inde, j'étais plus sûr de moi-même, des gens que j'ai voyagé. À Java, je suis arrivé et j'ai vécu pendant des années là-bas. Et tout ce monde était devenu très angoissant pour moi parce que ma propre incapacité est devenue une cohérence, une conscience. C'est à ce moment que les choses, enfin ce qu'on appelle la destinée, m'a fait tomber en Espagne. Voici, je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches, avec des horloges, avec des arbres. De là, on voyait au loin le visage sec de la Castille, comme un vaste océan de cuir. Ma maison s'appelait la maison des fleurs. De tous côtés jaillissaient les géraniums. C'était une belle maison, avec des chiens et des enfants. Raoul, tu te souviens? Te souviens-tu, Raphaël? Federico, te souviens-tu? Toi qui dors sous la terre, te souviens-tu de ma maison au balcon où la lumière de juin étranglait des fleurs dans ta bouche? Ce qu'en Espagne j'ai senti, qui s'est reflété après dans ma poésie, dans mon travail, c'est une grande solidarité, une adhésion, une communication très grande, autant avec le peuple espagnol, avec la culture espagnole, que je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'avais vu l'Espagne. Mais est-ce que ça n'était pas un sentiment de retrouvailles avec la mère patrie? C'était vraiment peut-être un sentiment augmenté par des raisons circonstancielles. Parce que quand on parle de la guerre espagnole, il faut se mettre d'accord sur des choses qui sont peut-être oubliées. Les franquistes, les fascistes ont répandu dans le monde la légende que la République était une histoire chaotique de gens absolument terrifiants qui s'entre-dévoraient. C'est tout à fait absurde. Il est bon de rappeler qu'à cette époque-là, on avait encore en tête, sinon sous les yeux, l'image de l'homme au couteau entre les dents. Et il y a des gens qui sont très intéressés toujours de répandre ces légendes qui sont contre les temps, c'est-à-dire pour arrêter les cours de l'histoire. À ce moment-là, j'ai senti, je vous dis d'une façon presque apolitique, avec une sincérité totale, ce qui pouvait constituer une renaissance d'un pays. Je vous mets seulement la poésie, par exemple. Si on parle de la poésie espagnole, d'une étape de grand développement, de grand fleurissement, c'est le moment de la République. Et ce moment n'était pas arrivé en Espagne pour la poésie depuis les siècles d'or, c'est-à-dire depuis le XVIe et le XVIIe siècle. Et comme vous savez, c'est le temps de Góngora, de Fray Luis de León, Cervantes et de beaucoup d'autres de dimensions européennes et mondiales. La poésie s'était tue, mais l'Espagne s'était tue. Il y avait le ferment
produite par cette génération qu'on appelle du 98, critique et civile, avec Araquistain, Maeztu, Unamuno, Pérez de Ayala et beaucoup d'autres. Mais je parle de la génération strictement de la République. Et ça, c'est une très grande génération avec des poètes qui ne viennent pas du modernisme, qui n'étaient pas des disciples et des échos de Rubén Darío comme Juan Ramón Jiménez, mais qui formulaient une poésie à la fois nationale et à la fois internationale, d'une puissance inconnue jusqu'à ce moment. Je parle naturellement de Federico García Lorca, de Alexandre, de Gerardo Diego, de Salinas, de Guillén, de Alberti, de Cernuda, d'Alto Laguirre, de Miguel Hernández, qui était le plus jeune, et peut-être c'est lui qui serait allé le plus loin et le plus profondément dans un renouvellement du langage de la poésie espagnole. Frère, frère, tout n'était que voix ardente, celle des marchandises, agglomération de pain palpitant. Les marchés de mon quartier d'Argüelles, un profond battement de pieds et de mains emplissaient les rues. Maître, litre, essence profonde de la vie, meule de poissons entassés, contexture des toits avec le soleil froid dans lequel se dressait la flèche lacée, l'ivoire délirant et fin des pommes de terre, vague houleuse des tomates roulant jusqu'à la mer. Et un matin tout prenait feu, un matin des brasiers sortirent de terre, dévorant les hommes, et depuis lors le feu, la poudre depuis lors, et depuis lors le sang. Des bandits avec des avions, avec des morts, des bandits avec des bagues et des duchesses, des bandits avec des moines noirs et des prières, vinrent du haut du ciel pour tuer les enfants. Par les rues, le sang des enfants courut simplement comme du sang d'enfants. Chacal que les chacals repousseraient, pierre que le chardon sec mordrait en crachant, vipère que les vipères haïraient. Généraux, traîtres, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne blessée, mais de chaque maison morte sort un métal ardent en guise de fleurs. Mais de chaque blessure de l'Espagne sort l'Espagne, mais de chaque enfant mort sort un fusil avec des yeux, mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour la place de votre cœur. Alors, tout semblait être nouveau. Il y avait un tel enthousiasme créateur. Il y avait pour la première fois l'émission culturelle. Et je me rappelle quand on a raconté à Madrid l'émission culturelle qui allait dans des voitures qui, pour la première fois, dans le fond de Castille, arrivaient dans des places totalement ignorantes, qui ne connaissaient rien de la civilisation, rien de la culture. Vous n'allez pas me croire, mais ils sont arrivés, mes amis, qui étaient presque tous des écrivains ou des jeunes professeurs. Je me rappelle parce qu'ils me l'ont raconté avec émotion, dans une place où on ne connaissait pas la rue. La rue, oui. Là, on ne connaissait pas la rue. Il faut connaître l'Espagne, il faut se rendre compte que j'ai vu en Espagne des familles qui se nourrissaient de couleuvres. J'ai traversé l'Espagne et je rencontre un enfant qui va avec une bonne quantité de couleuvres dans une ficelle. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Nous les mangeons. Où est-ce que tu vis? Il m'a indiqué, il vivait dans une cave avec sa famille. C'était l'Espagne. Alors, à cette Espagne tellement arrêtée, la République apportait une générosité créatrice, une puissance tout à fait nouvelle.
ça a secoué l'Espagne et a produit aussi la réaction des couches les plus retardataires de l'Espagne. Et ce qui est arrivé, après vous le connaissez. Vous demandez pourquoi ma poésie ne parle pas du songe, des feuilles, des grands volcans de mon pays natal. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Pablo Neruda, Vous demandez pourquoi ma poésie ne parle pas du songe, des feuilles, des grands volcans de mon pays natal. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. ce que vous disiez hier fait penser à un film de Luis Buñuel, Terre sans pain. Je suis presque tenté à cette occasion de vous demander quel rapport vous avez eu avec le surréalisme, tant en Espagne qu'en France. D'abord, je vais vous raconter que j'ai connu Buñuel à cette époque-là, quand il faisait ses films. C'était pour la génération une découverte, cette partie du monde tellement oubliée, tellement abandonnée. Aussitôt, Buñuel, qui était à ce moment dans un grand splendeur créateur, a fait attention à ça. Mais l'attention était générale, c'était ce que nous avons dit, la République qui regardait avec les yeux de Buñuel, qui découvrait et voulait effacer ce passé. Du surréalisme, nous revenons à la technique littéraire, ce qui n'est pas mon fort. Solennel est le triomphe du peuple. Je crois qu'on ne peut pas s'éviter cet aller-retour entre la réalité dans laquelle le poète puise, dans laquelle le poète presque se vautre, qu'il a volonté d'épuiser, et la technique. Est-ce que vous n'avez pas conscience de cette obligation de l'aller et du retour? Oui, je ne sais pas. Vous savez, pour moi, le surréalisme était très amusant. C'est un jeu d'esprit avec une audace. On avait besoin de ça. Mais si c'est une grande aventure de l'esprit, je ne pourrais pas le savoir, je ne le saurais pas. Et pour moi, on m'a classifié comme poète surréaliste dans quelques anthologies, et je viens de lire un commentaire de Murieta dans une revue, je crois que c'est l'Exprès ou quelque chose comme ça. C'est une critique faite par un jeune poète ou un jeune écrivain, très aigu, où il dit que jamais je n'ai été surréaliste. Eh bien, je suis d'accord avec les uns et avec les autres. Est-ce qu'en fin de compte, vous n'êtes pas surréaliste parce que l'Amérique latine, dans sa réalité la plus profonde, est surréaliste? Ah, ça, c'est une autre chose. Dans un continent où il y a tellement de choses étranges, on ne peut pas rencontrer ce qu'on appelle le surréalisme, même dans la nature. Vous savez, peut-être le phénomène le plus surréaliste que j'ai vu hors des livres d'André Breton ou de Pérez, ce sera ce moment où j'étais au Mexique, qu'un laboureur qui travaillait à la campagne a vu une petite fumée et il a apporté de l'eau, c'était dans la terre, c'était à quelques mètres de lui, et ça a devenu le volcan Paracutin. C'est un des grands volcans du Mexique qui a commencé à s'élever, et maintenant il est dans les cartes géographiques. Ça, c'est très surréaliste, c'est formidable que le monde soit surréaliste dans ce sens, créateur d'immensité cosmique, non? Solennel est le triomphe du peuple. Sur son pas de grande victoire. Mais les simples jeux artificiels de l'intelligence, comment est-ce que je vous dis, c'est une chose éloignée de moi, et peut-être éloignée de la poésie aussi, même si les grands esprits peuvent être surréalistes à la lettre. Quant à moi,
je ne connais pas de poète surréaliste véritable. Parce que la meilleure poésie de Éluard, comme la meilleure poésie d'Aragon, par exemple, je trouve que c'est une poésie infiniment personnelle et classique, avec les mots qu'on donne aux choses qui peuvent durer, qui ont une forme qui se conserve après son renouvellement. C'est-à-dire que je trouve que le surréalisme comme mouvement culturel a été très fécond comme exploration humaine dans la société contemporaine. Mais je ne trouve pas les grandes œuvres qui pourraient avoir été créées dans une telle grande aventure. Il n'empêche que, passer cette parenthèse surréaliste, dans notre entretien, je veux dire, il n'empêche que la génération de la République vous a accueilli comme quelqu'un qui pouvait l'exciter poétiquement, l'inciter à une plus grande liberté. Vous étiez, sinon le Messie, du moins quelqu'un qui en était très proche. Bon, peut-être ce que nous parlons, j'appelle votre attention, n'a d'intérêt pour personne. Ce sont des choses tellement vieilles déjà dans l'histoire contemporaine. Mais si vous tenez à converser sur cela, d'abord il faudrait mettre l'accent sur cette grande fraternité des poètes qui a été ma génération espagnole, mes camarades espagnols. Ils n'ont attendu rien de moi, espéré rien de moi. J'ai apporté naturellement une poésie différente qui correspond à la géographie de mon continent et qui est inséparable de moi-même. Et ils ont été tous des poètes avec grande rigueur, descendus d'une tradition merveilleuse, entre lesquels Alberti, par exemple, est vraiment un classique de tout le temps de la poésie de langue espagnole. Même si c'est un poète qu'on oublie maintenant un peu, parce que Lorca a dépassé toutes les limites de la gloire. C'était nécessaire. Il avait du génie, il avait une puissance créative formidable. Pour moi, Federico García Lorca était dans le commencement de sa carrière poétique, seulement. C'est-à-dire, il se cherchait à soi-même, encore, mais il se cherchait en découvrant chaque jour, et il était un véritable grand écrivain, grand poète. Mais ce ne comptait pas seulement avec lui. Il y avait Alexandre, qui est peut-être ce qui s'approche le plus du surréalisme, mais il n'est pas un surréaliste, parce qu'il a d'autres racines, plus humaines en général, avec moins de sens de l'humour qu'avait en général les surréalistes, c'est-à-dire avec moins de sens critique. Et beaucoup d'autres, entre lesquels je vous parlais d'Alberti, parce qu'il est vraiment un merveilleux poète, surtout dans la première époque des chansons. C'est indescriptible la fascination de sa poésie. Solennel est le triomphe du peuple. Sur son pas de grande victoire, la pomme de terre aveugle et le raisin. J'ai toujours pensé, après la mort de tellement de mes amis pendant la guerre d'Espagne, après la mort de l'assassinat de Federico García Lorca, la mort de Machado, l'exil de presque tous les poètes de l'Espagne de cette époque-là, que des pires destinées, des choses les plus cruelles qu'on a pu commettre comme atrocité de guerre, c'était ce que le gouvernement franquiste a fait avec Miguel Hernández. Miguel Hernández était peut-être l'avenir de la poésie espagnole. Il avait lui-même une telle vigueur et une telle puissance poétique qu'il devait être le transformateur de la poésie espagnole. Il était un paysan
Naturellement, il ne pouvait pas être encagé. Et on l'a maintenu en prison pendant beaucoup d'années après la défaite de la République. Il faut dire, parce que quand on parle de l'assassinat de Federico, souvent j'ai écouté dire que c'est un hasard, que ce serait produit par hasard. Ce n'est pas vrai. Pratiquement, ils ont choisi, ils savaient exactement de quoi s'agissait-il. Vous devez savoir que le soir où on l'a pris entre les autres prisonniers qui étaient entassés dans la maison de gouvernement à Grenade, il était en pyjama, il ne s'était pas rasé, on l'avait tenu 2 jours arrêté sans lui donner des explications, et après on l'a appelé par son nom. Et c'est lui tout seul, seulement avec un autre des arrêtés, qu'on a conduit en voiture pour l'assassiner. Et pour ça, on a attendu de minuit jusqu'à commence l'aube. C'est alors qu'on l'a tué. Eh bien, les explications que j'ai entendues dire veulent donner comme un hasard, comme un épisode des premiers jours de la lutte, de la guerre civile, du soulèvement du général Franco. Eh bien, si donnons que cela sera comme ça, ce n'est pas comme ça, mais pensons que c'est comme ça. Mais en prison était aussi Miguel Hernandez. Il n'avait que 23 ou 24 ans. Il n'avait pris de participation politique presque rien, seulement écrire ses poèmes. Il avait été un très jeune soldat qui avait à peine participé dans la guerre. On l'a mis en prison. Il y est resté de prison en prison beaucoup d'années. Pendant ce temps, nous, ses amis, avons cherché tous les moyens de le faire sortir de prison. Et c'est mon propre gouvernement du Chili, à travers ma pétition, qui a intervenu auprès du gouvernement fasciste sans obtenir aucun résultat. Quand il était déjà gravement malade de tuberculose à cause de l'impossibilité pour lui d'être en prison. Mon gouvernement, le gouvernement du Chili, je peux le dire officiellement, a essayé de le faire mettre dans un hôpital. On a refusé jusqu'à ce qu'il est mort. Vous comprenez la responsabilité historique que signifie ce crime. C'est-à-dire qu'il faut se convaincre que le fascisme est toujours l'ennemi de la culture, c'est-à-dire le destructeur des poètes. Et qu'en agissant comme ça, avec ces grands jeunes poètes, il n'a fait que confirmer l'assassinat de Federico García Lorca et l'exil de toute l'intelligence espagnole. Solennel est le triomphe du peuple. Sur son pas de grande victoire, la pomme de terre aveugle et le raisin céleste brillent sur la terre. Pablo Neruda, nous avons longuement parlé de votre aventure espagnole. Aventure espagnole qui est probablement au tournant du XXe siècle
l'aventure de notre culture. Je pense que, je le pense parce que nous en avons parlé une ou deux fois pour préparer ces entretiens, je pense que dans cette aventure, vous avez découvert plusieurs choses qui s'étaient l'une l'autre. Le jeune homme que vous étiez, assez solitaire, assez désespéré, a découvert la joie dans cette énorme fournaise qui se préparait, qui commençait de brûler. Vous avez découvert vos racines. Et curieusement, ces racines espagnoles vous ont permis d'éprouver vos racines chiliennes. Et peut-être aussi avez-vous découvert l'histoire. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui que dans le mémorial de l'île Noire, vous jugez un peu le personnage que vous étiez dans Résidence sur la Terre? Est-ce que vous éprouvez cette aventure-là de cette façon-là? C'est vrai, c'est vrai. Je t'interroge, celle des chemins. Par un miracle que je ne m'attendais, à la lumière tragique de l'Espagne, j'ai vu des forces que je ne connaissais pas. J'ai pu sentir les très profondes racines qui me liaient avec mon peuple, avec les peuples de l'Amérique latine, à travers cette lutte du peuple espagnol. Et il y avait une telle union entre la pensée et la création des écrivains de cette époque, des douleurs, des victoires, des défaites en Espagne, que cette union entre un peuple, et disons avec ces mots déjà un peu vieux, l'intelligentsia, il y avait une telle unité que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et quand je suis arrivé de nouveau à ma patrie, au Chili, j'ai vu tout avec de nouveaux yeux. Je t'interroge, celle des chemins. Montre-moi la truelle, laisse-moi architecture. User avec un pauvre bâton les étamines de pierre, monter toutes les marches de l'air jusqu'au vide. Et conséquemment, après cette vision plus spacieuse, plus large, est devenue encore plus large, en me conduisant peu à peu à revoir l'histoire et l'unité des peuples de l'Amérique latine. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon livre, Le Chant général. Au commencement, Le Noyau était seulement un poème en direction de la formation de mon pays, de sa géographie, de son peuple, de son histoire et de sa beauté. Mais j'ai compris subitement que mon peuple était lié, mon pays était lié profondément avec tous ces continents méconnus, inconnus, maltraités, dans la même forme que mon pays était méconnu, inconnu et maltraité. Monter toutes les marches de l'air jusqu'au vide, gratter l'entraille jusqu'à toucher l'homme. Alors, ce travail d'élargissement de ma poésie envers les racines continentales et les racines les plus profondes dans l'histoire est devenu un passage, je ne dirais pas difficile, mais
un grand devoir pour moi. Gratter l'entraille jusqu'à toucher l'homme. Machu Picchu, as-tu posé? J'ai commencé à travailler et soudainement les événements politiques de ma patrie ont interrompu ma création. Est-ce à ce moment-là que vous avez, si j'ose dire, redécouvert les Indiens, vos ancêtres en fin de compte? Enfin, ceux que, plus qu'aucun autre, vous deviez reconnaître pour vos ancêtres. Oui, parce que ces Indiens et cet aspect de la vie de nos pays étaient naturellement très vivantes pour moi toujours. J'ai toujours dit que le seul pays qui a été inventé par un poète, c'est mon pays, le Chili. Machu Picchu, as-tu posé pierre sur pierre et au fond le haillon? Charbon sur charbon et au fond les larmes. Le feu dans l'or et rouge et tremblante en lui, une large goutte de sang. Il arrive que dans le XVIe siècle, un jeune soldat venu dans l'armée des conquérants, des conquistadors, et mêlé dans la terrible guerre d'Espagne qui dura 3 siècles, il créa, ce jeune soldat, un poème qui s'appelle l'Araucana, qui est le plus grand et le plus beau des poèmes épiques de l'Espagne. Chose curieuse, Ercilla, Don Alonso de Ercilla, ce jeune soldat et ce jeune poète, chante autant les envahisseurs que les gens du pays qui défendaient leur liberté et leur nation, leurs droits et leur avenir. C'est-à-dire, il a converti la poésie épique dans le siècle d'or d'une façon extraordinaire, d'une mythologie possible pour la cour d'Espagne à une vraie exaltation d'une race qui était maltraitée par cette même couronne, par cette même classe de l'Empire espagnol. Alors il a transformé de telle façon ce grand humaniste qui a connu la guerre et qui a désespéré de la guerre et qui a reconnu la lutte pour l'indépendance du peuple araucain, que voir les Indiens dans cet aspect a été une tradition de notre littérature. Des poèmes comme ça, de cette époque, on n'en connaît pas d'autres dans l'Amérique. Il y a toujours les chroniqueurs qui sont merveilleux. Une large goutte de sang. Rends-moi l'esclave que tu as enterré. Arrache à la terre le pain dur du misérable. Montre-moi les habits du cerf et sa fenêtre. Est-ce dans ce mouvement de reconnaissance des Indiens que vous considérez votre histoire, c'est-à-dire la leur, des hauteurs du Machu Picchu? Ça, c'est comme Machu Picchu, c'est la reconnaissance des anciennes cultures, les problèmes autant personnels qu'historiques, matérialistes, qui sont à la base de cette extraordinaire construction, de cette mystérieuse construction. Vous savez que Machu Picchu est dans une partie tout à fait isolée et sur les sommets des montagnes. Et on n'a jamais pu déchiffrer si c'est une forteresse, si c'était une place destinée à une élite intellectuelle
sacerdotal. Ou qu'est-ce que c'était? Du cerf et sa fenêtre. Dis-moi comme il dormait durant sa vie. Dis-moi si son sommeil fut rauque, entrouvert, comme le trou noir que fait la fatigue sur un mur. Machu Picchu, dans les ruines, se conserve extraordinairement. Et dans le sommet des montagnes, était couvert par la forêt. Il y a seulement une trentaine d'années qu'on l'a découverte. Était un mystère tellement grand que quand la révolte des Incas, Incasiques, à Cusco, qui se sont révoltés contre la domination colonialiste des conquérants, des conquistadors. Ils ont perdu la bataille et se sont allés dans la forêt, mais ils n'ont jamais trouvé cette ville. C'est-à-dire que cette ville étant tout à fait à côté de Cusco, était méconnue par les mêmes Incas. Ça, c'est une chose extraordinaire. Comme si les Incas avaient perdu la notion de leur vraie culture. De la notion aussi de leur histoire et tout ça. Parce que, par exemple, dans la chronique de l'Inca Garcilaso de la Vega, qui est le plus grand historien de sa propre culture, il ne nomme pas, il nomme tous les travaux, toutes les choses qui sont. D'ailleurs, c'est l'histoire de notre continent qui est plein de secrets, des choses qui sont faites par les hommes, des choses de la nature qu'on ne connaît pas. Et au Pérou même, on a découvert seulement dans les dernières années 2 ou 3 cultures dont on n'avait jamais connu l'existence. Mais cette énorme ville de pierre, c'est une autre chose. Que fait la fatigue sur un mur? Le mur, le mur. Si, sur son sommeil. Comment cette ville a pu rester invisible pendant des siècles et combien de siècles? Alors, tout ce mystère et toute cette profondeur de l'énigme m'ont attiré fortement. Et c'est peut-être là que j'ai commencé le second noyau du champ général de mon livre, qui était d'abord, comme je vous ai dit, le commencement d'un poème sur ma patrie, mais qui s'est étendu vers tout le continent américain. Je t'interroge, celle des chemins. Montre-moi la truelle, laisse-moi architecture, user avec un pauvre bâton les étamines de pierre, monter toutes les marches de l'air jusqu'au vide, gratter l'entraille jusqu'à toucher l'homme. Machu Picchu, as-tu posé pierre sur pierre et au fond, le haillon. Charbon sur charbon et, au fond, les larmes. Le feu dans l'or est rouge et tremblant en lui. Une large goutte de sang. Rends-moi l'esclave que tu as enterré. Arrache à la terre le pain dur du misérable, montre-moi les habits du cerf et sa fenêtre. Dis-moi comme il dormait durant sa vie. Dis-moi si son sommeil fut rauque, entrouvert, comme le trou noir que fait la fatigue sur un mur. Le mur, le mur, si sur son sommeil pesa chaque étage de pierre et s'il tomba sous elle, comme sous une lune, avec son sommeil. Pablo Neruda, j'ai l'impression que plus qu'à aucune autre partie de votre œuvre, le Machu Picchu est celle à qui l'on peut appliquer ce que vous dites dans
Enfance et poésie, dont on a déjà parlé, qui est une conférence que vous avez prononcée en 1954. La poésie s'apprend pas à pas au milieu des choses et des êtres, non pas en les écartant, mais en les associant à tous, en une extension aveugle d'amour. Et vraiment, le Machu Picchu est le lieu où cette extension aveugle d'amour se manifeste. C'est vrai. Savoir, c'est souffrir et nous sûmes. Mais cette extension allait encore avoir une nouvelle dimension pour moi dans les luttes actuelles, contemporaines de notre Amérique, spécialement de mon pays. Et tout ça, dans mon existence, et même c'était soudain appel aux profondeurs de l'histoire, tout cela venait de l'Espagne. Chaque nouvelle sortie de l'ombre nous donna la souffrance nécessaire. De la connaissance de ce peuple dans ce moment d'une grandiosité qu'on ne peut pas facilement oublier. Et alors aussi ce sentiment civil qui m'a lancé à une lutte pratique, à une lutte ordonnée contre la oppression des classes populaires par une minorité dans mon pays et dans les autres. Tout ça a été alors le produit d'une expérience antérieure et d'une expérience aussi poétique que toutes les autres choses. C'est pour ça, quand nous parlions de poésie, je vous disais que mes conseils pour les jeunes poètes, ce serait de sentir profondément, ne pas faire de poèmes politiques. Seulement, on peut le faire quand on a senti avec passion des circonstances qui fassent intolérable le silence et intolérable aussi la souffrance intérieure de n'être pas capable de trouver une solution. Et alors, de ces sentiments peut naître la grande poésie sociale de notre époque. Savoir, c'est souffrir et nous sûmes. Chaque nouvelle sortie de l'ombre nous donna la souffrance nécessaire. Cette rumeur en vérité se transforma, la lumière envahit la porte obscure, et les douleurs se modifièrent. La vérité devint la vie dans cette mort. Le sac du silence était lourd. On saignait à le soulever. Les pierres du passé y étaient si nombreuses. À ce moment-là, Pablo Neruda, vous entrez directement dans la vie politique, dans l'action politique. Vous êtes élu sénateur. Comment pouvez-vous concilier votre réalité politique et votre réalité poétique, la réflexion et l'action? Je n'ai trouvé jamais une dualité entre ces choses, jamais naturellement une opposition, mais non plus je pourrais séparer mon action poétique de mon action politique. J'étais un politicien par le devoir absolu, comme j'étais poète par vocation absolue. Ça, ce sont mes idées personnelles. Peut-être d'autres personnes trouveront le problème qui peut-être ne soit pas si facile. Mais Pourtant, le jour fut courageux. Est-ce qu'à ce moment-là, précisément, la leçon espagnole porte ses fruits? oui, c'est naturel. Mais aussi, il y a une tradition politique dans la poésie, dans l'action des poètes. C'est un héritage très, très ancien. Avec un couteau d'or, il ouvrit l'ombre. Et même un homme politique était Dante Alighieri. Il n'y a pas de raison pour que, après des siècles, les poètes soient
indifférents à ce qui se passe dans leur ville, leur cité, leur campagne, leur patrie. La discussion entra, elle roula. Quant à moi, si vous connaissiez la grande misère de l'Amérique latine, la différence terrible des conditions entre la vie de la bourgeoisie et la vie du peuple, la condition humaine qui s'est établie là-bas, alors ne me restait que ça. C'est strictement un devoir. Nous avons hérité le système absolument anachronique, déjà anachronique. Pendant la Renaissance, le système féodal espagnol. Et ce système était déjà en décadence en Espagne, dans le XVe siècle, parce que commençait la Renaissance en Espagne, avec toutes les idées humanistes et une transformation du féodalisme en une unité politique. Mais les Espagnols qui sont arrivés, les conquérants, avaient des idées arriérées. Il y avait très peu d'humanistes entre eux. Comme une roue sur la lumière restituée. Peut-être dans la législation espagnole, il y avait déjà des idées avancées. Mais le fait est que la conquête se fait avec les lois les plus impitoyables de cruauté et d'angoisse et de douleur pour les gens. La destruction des peuples primitifs a été énorme et longue massacre. Mais après, les conquistadors ont appliqué leur système qui a duré jusqu'à maintenant, en divisant la terre entre très peu. Et cette terre, cette division de la terre a continué pendant des siècles. Jusqu'au pôle du territoire. Et cette ignorance des serfs, cette ignorance des peuples asservis, alors la révolution de l'indépendance, de notre indépendance continentale en 1810 avec Bolivar et avec O'Higgins et avec Hidalgo et avec beaucoup d'autres grands héros de cette délivrance du joug espagnol, a fait que la transformation véritable ne peut pas se produire, même si on a eu l'indépendance, tellement était enraciné un système déjà déçu, un système déjà écarté, déjà anachronique. Alors, ça a produit des choses incroyables pour vous, les Européens, qui dans un continent de plus de 200 millions d'habitants, 200, 250, on ne sait pas le nombre exact des habitants de l'Amérique latine. Il y avait, il y a quelques années, pas moins de 70 millions d'habitants qui ne savent ni lire ni écrire. Vous comprenez même pour un écrivain la responsabilité de tout ça. C'est-à-dire, pour qui écrivons-nous? Nous devons savoir, hors de ceux qui ne veulent pas lire le livre, qu'il y a 70 millions de gens qui ne peuvent pas le lire parce qu'ils ne savent pas lire. Ces conditions sont héritées de l'ancienne conquête, de l'ancienne colonie. Mais un esprit d'orgueil, d'isolation, a maintenu les oligarchies de l'Amérique latine, ou la dictature de l'Amérique latine, ou les classes conservatrices de l'Amérique latine, en possession des biens matériels et en possession aussi de la culture et de maintenir cette horrible condition. Ils ne voulaient pas, mais ils n'ont pas la puissance de le changer. Et il y a des partis politiques qui s'appellent des conservateurs. C'est incroyable qu'un parti politique puisse s'appeler conservateur, c'est-à-dire conserver quoi? Conserver la tradition de pauvreté, de misère, d'ignorance et d'oppression du peuple. Alors, c'est le devoir pas seulement d'un ouvrier ou d'un paysan ou d'un professionnel, mais d'un poète, de faire cette lutte. Et les épis ont couronné la magnitude du soleil
son énergie. On doit recevoir des leçons de places encore plus lointaines que le détroit de Magellan, où j'ai reçu beaucoup de leçons. Et de nouveau, le camarade a répondu à la question du camarade. Je me rappelle d'avoir lu mes poèmes dans la Patagonie, plus loin dans la Terre du Feu, pour un public. Ce sont des bergers qui, pendant une époque, font le travail de la tente. Et alors, ce sont des immenses hangars qui sentent les moutons terriblement. Ce sont les places les plus désolées du monde. Et ils avaient demandé de me recevoir en demandant pour ça 1 heure qu'ils travailleraient de plus après l'issue de chaque jour. Alors, j'ai vu ces gens qui faisaient ce travail tellement dur dans la place la plus lointaine. C'est près du pôle Sud déjà. Et alors, j'ai reçu une grande leçon d'humilité. J'ai reçu une grande leçon de simplicité. J'ai lu mes poèmes avec grande émotion. Je pense que même si ça vient pour vous, que vous êtes les héritiers d'une tradition culturelle, d'une splendeur inégalée, même si vous avez tous cet héritage qui est très grand, vous avez besoin de leçons de plus humbles et de plus lointains. Savoir, c'est souffrir, et nous sûmes. Chaque nouvelle sortie de l'ombre nous donna la souffrance nécessaire. Cette rumeur en vérité se transforma, la lumière envahit la porte obscure, et les douleurs se modifièrent. La vérité devint la vie dans cette mort. Le sac du silence était lourd. On saignait à le soulever. Les pierres du passé y étaient si nombreuses. Pourtant le jour fut courageux. Avec un couteau d'or, il ouvrit l'ombre. La discussion entra, elle roula, comme une roue sur la lumière restituée jusqu'au pôle du territoire. Et les épis ont couronné la magnitude du soleil, son énergie, et de nouveau le camarade a répondu à la question du camarade. Et ce chemin qui durement se fourvoyait, avec la vérité redevint le chemin. Pablo Neruda, dans votre histoire, au cours de ces entretiens, nous en sommes arrivés insensiblement et au champ général et à l'exil. Les conservateurs dont vous parliez hier conservent effectivement, et vous êtes obligés de fuir. Oui, c'était pas exactement de fuir, mais c'était une responsabilité que j'ai acceptée. Pendant 1 année, je me suis donné à une lutte illégale, mais c'était surtout le grand plaisir de pouvoir faire tout le contraire de ce qu'il voulait faire. Les gouvernements réactionnaires et passagers voulaient me mettre en prison, etc. Et c'était une bataille gagnée de me conserver pendant l'illégalité plus d'1 année et plus de sortir sans être vu et sans être arrêté. Alors c'est comme ça que je suis arrivé à Paris dans cette année-là, et je crois que c'est l'année 1950. Et cette même année, j'ai publié au Mexique mon livre Chant général, la première édition. Et après, j'ai suivi le chemin de l'exil par beaucoup de places. J'ai vécu en Tchécoslovaquie, en France, et au Mexique. Partout, j'étais bien accueilli. J'ai fait, compris la grande fraternité qui m'unissait avec beaucoup de gens. Mais l'important pour moi de ce temps, c'était ma pensée sur mon pays. Et fortunément, les choses se sont passées. Et personne ne se rappelle des personnages qui ont provoqué
ses douleurs à mon pays. Enfin, l'exil s'est terminé par le retour. Là-bas, j'ai entrepris de continuer mon travail poétique et politique, et c'est tout. Le chant général se place, pourrait-on dire, sous le signe du bûcheron. Que se lève le bûcheron est un des poèmes essentiels de cette vaste épopée. Le bûcheron, en l'occurrence, en plus de sa valeur mythologique, a une valeur historique. C'est Abraham Lincoln. Que s'éveille le bûcheron. Que vienne Abraham avec sa hache et son écuelle de bois manger avec les paysans. Que sa tête d'écorce, ses yeux vus sur les planches, dans les rides du chêne, reviennent regarder le monde, grimpant sous les feuillages, plus haut que les séquoias. Qu'il entre acheter dans les pharmacies, qu'il prenne un autobus à Tampa, qu'il morde une pomme jaune, qu'il entre dans un cinéma, qu'il converse avec toute la gent simple. Que s'éveille le bûcheron. Que vienne Abraham, que gonfle son vieux levain la terre, dorée et verte de l'Illinois, et qu'il lève la hache au sein de son peuple contre les nouveaux esclavagistes, contre le fouet pour l'esclave, contre le poison de l'imprimerie, contre le marché sanglant qu'ils veulent faire. Que marche, chantant et souriant, le jeune blanc, le jeune noir, contre les murs d'or, contre le fabricant de haine, contre le marchand de leur sang, chantant, souriant et vainquant. Que s'éveille le bûcheron. Il est curieux de vous voir en appeler à Abraham Lincoln contre l'emprise américaine. Comme si vous essayiez, à travers cette figure, de reconstituer une tradition américaine qui va du nord jusqu'au sud contre une fausse Amérique qui est réduite à 49, 50, 51 États. C'est ça en effet. J'ai appelé la figure de Lincoln dans ce long poème qui s'appelle Le bûcheron, en pensant autant à l'indignité des guerres provoquées comme celle de Vietnam par les gouvernements de l'Amérique du Nord, mais aussi en voyant tout ce qu'il y a de splendeur dans la formation de ces peuples et dans la culture et dans les idées de gens comme Walt Whitman ou Thoreau ou Melville qui ont tellement apporté à la formation de la culture universelle. Maintenant même, j'ai lisé hier une vieille revue, la revue La Vogue, la revue des symbolistes. On a publié des choses inédites, les éliminations de Rimbaud, et beaucoup de poèmes de Mallarmé inédits et frais. J'ai trouvé avec grande surprise que une grande partie de la Vogue était consacrée à Walt Whitman, ce grand poète de la formation d'un monde qu'il voulait démocratique. Alors, cette idée de la démocratie américaine,
comme vous dites, nord-américains, comme nous disons les latino-américains, cette idée de liberté, de démocratie a existé et a existé profondément dans la pensée de beaucoup de grands Américains. Comment cette idée s'est corrompue jusqu'à devenir que s'éveille le bûcheron. Seulement des mots vides que dans la bouche du président Nixon ou du président Johnson ne signifie que le masque de l'agression pour des peuples énormément lointains. C'est une grande tragédie pour l'humanité, pour l'histoire de notre époque. Nous avions le droit d'avoir une grande nation américaine plus avancée techniquement que toutes les autres du monde. Nous avions le droit à atteindre un très large sens d'humanisme et d'humanité dans cette nation, dans le développement futur de cette nation. Elle pourrait avoir été même dans le capitalisme une espèce d'école, de leçon pour le capitalisme plus arriéré et plus réactionnaire. Et au contraire, elle est tellement sortie de son chemin originel, des grandes idées révolutionnaires qui l'ont fait naître, qui s'est convertie dans le symbole de la pure cruauté et de l'asservissement du peuple. Il s'est converti dans le symbole de la guerre et de la guerre d'agression. Les Américains même ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Comme s'il y avait un divorce entre les Américains des États-Unis et leur réalité américaine, c'est-à-dire les autres peuples américains. C'est-à-dire comme si la séparation et la divergence historique étaient plus profondes qu'on ne croit et produisaient et puissent produire dans certains moments pas seulement les crimes et l'erreur. Que s'éveille le bûcheron. L'erreur, c'est-à-dire le manque absolu de connaissances, le manque de maturité pour apprécier l'avenir, même dans les plus étroites limites du développement industriel. Parce que j'ai vu par exemple des choses qui sont remarquables. Quand cet avion d'espionnage qui volait à 20 000 mètres de hauteur, je ne sais pas si vous vous rappelez, est tombé en Union soviétique, le pilote s'appelait Powell. Alors j'ai vu l'exposition, disons, des dépouilles de ce qui restait de l'avion. C'était un grand hangar plein de tous les objets qu'il y avait, pas seulement des moteurs, de la machine même, de ce qui restait, mais de tout ce qu'il y avait dans la cabine de Powell, du pilote, de l'aviateur. Alors il y avait quantité de montres en or et des quantités de montres en argent, de l'argent de tous les pays, du poison pour s'empoisonner ou pour empoisonner, des armes à feu pour tuer ou pour se tuer. Mais ce qui m'a appelé le plus l'attention, il y avait aussi le portrait de sa femme, le portrait de ses fils et des lettres, des choses intimes. Mais ce qui m'a appelé le plus l'attention, c'est une grande pancarte avec le drapeau américain et en bas une phrase répétée dans toutes les langues asiatiques et dans tous les dialectes asiatiques, en prévision d'une chute de l'avion. Alors, comme on suppose que l'aviateur va se trouver dans des pays inconnus, des langues, etc., il pouvait se prendre cette pancarte qui disait dans toutes les langues: je suis un citoyen de l'Amérique du Nord. Je suis venu pour vous aider.
c'est naturel que nous soyons amis. Recevez-moi avec la plus grande amitié. Ça était le message. Ça veut dire qu'ils ont une telle ignorance de ce qui se passe dans le monde, de la haine qui le circonde, de la haine qui existe contre l'Amérique du Nord partout. Ils se trompent tellement dans le sens contemporain de l'histoire qu'ils ne voient pas. Ils sont incapables de voir ce cercle de haine qui les entoure. Ils croient qu'avec cette phrase, qui au contraire les montre devant le peuple, d'autres peuples, pas seulement comme des agresseurs, mais comme des menteurs, des hypocrites, qu'on ne peut pas comprendre ça même. C'est très sérieux tout ça. Je crois que même dans l'époque des nazis, qui s'était fait haïr de tout le monde, il y avait une telle unanimité pour détester un tel grand pays comme arrive avec les États-Unis à ce moment de l'histoire. Et c'est vraiment tragique. Et je vous parle comme Américain du Sud, mais nous habitons la même terre. Et naturellement, pour nous, ça c'est encore plus difficile parce que l'impérialisme des Américains considère que l'Amérique latine est son propre terrain. Et ce sera peut-être la dernière place d'où ils doivent chasser ou qu'ils devront considérer comme des pays avec sens de dignité et d'indépendance. Ils n'ont pas suivi ce chemin. Vous voyez ce qui arrive avec Cuba. Ils ont isolé et fait isoler Cuba par les autres gouvernements de l'Amérique latine. C'est-à-dire que les propres frères ont été séparés et ont été conduits à une politique d'hostilité inacceptable parce que Cuba est notre propre race, c'est notre propre langue, c'est partie de la famille de l'Amérique latine. Que s'éveille le bûcheron. Pablo Neruda, ce que vous avez dit des États-Unis me fait penser que peut-être il y a dans le cas des États-Unis, du peuple américain, un divorce entre sa réalité, la réalité planétaire dans laquelle, quoi qu'il veuille, il est obligé de baigner, et son langage. Et je me demande si votre action, qu'elle soit poétique ou politique, ne tend pas justement à récupérer la vérité du langage, à rendre au langage son authenticité, cette transparence dont nous parlions dans nos premiers entretiens. Je considère naturellement que le langage et le travail du langage, l'enrichissement du langage, qui est dans une grande partie fait par les écrivains et surtout par les poètes, joue un très grand rôle dans la culture humaine. Par exemple, je peux vous dire, en sortant de la sphère politique, que la transformation de la langue espagnole pendant le commencement de ce siècle a été évidente. Et c'est grâce à l'influence déterminante d'un grand poète. C'était un poète de l'Amérique centrale, d'un petit pays de l'Amérique centrale, de Nicaragua, où le grand poète Rubén Darío est né. Et c'est grâce à son œuvre qui a changé la structure de la langue espagnole qui, avec une progression très rapide, s'est transformée dans un langage moderne. L'école poétique de Rubén Darío, on appelle en espagnol le modernisme. Ce modernisme n'est pas seulement dans le langage poétique, la poésie, parce qu'il a influencé tellement la poésie espagnole que tous les grands poètes de cette époque sont des disciples de Rubén Darío, en comprenant Antonio Machado, le grand poète, Juan Ramón Jiménez, prix Nobel de poésie de l'Espagne, ou d'autres, beaucoup d'autres. Il a totalement changé l'expression poétique, mais ce changement
est passé dans la langue même, dans la langue courante, dans la langue de chaque jour et de chaque pays de langue espagnole. Alors, il y a eu une unification de la langue après Rubén Darío. La langue a cessé d'avoir cette raideur de l'ancienne Espagne pour être plus adaptable à nos jours, avec une richesse et une influence très grande de la culture française, de la langue française même, parce que Rubén Darío, ce grand révolutionnaire de la poésie, a été un poète qui aimait sur toutes les autres nations la France. Alors, avec ça, avec ce langage, avec cette influence de la France sur Rubén Darío, il a contribué à un plus grand épanouissement des idées universelles. Et il a fait sortir la langue espagnole, la culture espagnole et la culture de l'Amérique latine d'un provincialisme étroit où s'était converti pendant le 19e siècle. C'est comme ça que je vous réponds. Si donner, redonner ou rechercher, confirmer la transparence du langage, de la poésie, ça peut avoir un sens social. Mais quand je vous ai répondu au commencement de notre conversation, de notre causerie, je pensais surtout à redevenir un simple poète qui puisse être compris des gens qui sont éloignés de la poésie dans notre langue espagnole. C'est un travail difficile. D'une partie, nous avions, les poètes, l'héritage du fort romantisme du commencement du siècle. Et après, nous trouvions aussi, à travers la révolution verbale de Rubén Darío, un nouveau académisme et une influence très grande des symbolistes dans la poésie, surtout des poètes comme Mallarmé, qui se font comme devoir de poser des énigmes sans solution de la raison, avec naturellement une solution esthétique admirable, parce que Mallarmé est un des plus grands poètes de la langue française. Mais cette inclination qui a continué son influence dans la langue espagnole a produit un tel hermétisme dans la poésie qui a séparé énormément la masse des gens, la foule, la quantité des hommes de ville, de la campagne, du chemin de la poésie. Mes propres livres d'une époque, de la première époque, dans ce sens, sont des exemples, peut-être, de ce que je vous raconte. Et les premières longues études sur moi, faites par un grand hispaniste, le professeur Amado Alonso, s'appelle Pablo Neruda, Explication d'une poésie hermétique. Eh bien, j'ai voulu dans ces années, surtout après la Seconde Guerre mondiale, retourner la confiance dans la poésie au peuple. Et c'est un travail très difficile que j'ai entrepris pour ma part. Je suis un peu solitaire dans ce chemin, je l'avoue. Mais j'ai eu cette reconnaissance impossible de décrire du peuple. Quand je parle du peuple, je parle du peuple, parce que je peux lire mes poèmes dans mon pays, dans des places où les gens n'ont jamais porté une cravate. C'est-à-dire, je ne parle pas de la jeunesse actuelle de ville qui ne connaissent pas la cravate, mais des ouvriers, des mines, qui ne connaissent pas le faucon ni la cravate, et qui souvent vont nu-pieds, et qui souvent aussi sont illettrés, ne savent pas lire. Mais je peux dire mes poèmes pour ce peuple et me faire comprendre. Et je parle très naturellement en lisant mes poèmes devant des publics presque totalement ouvriers,
de 3 ou 4 000 personnes, et quelquefois de 10 à 15 000 personnes. Alors ce chemin de ma poésie a eu sa compensation esthétique et politique. C'est-à-dire, j'ai été reconnu par l'âme populaire. Et si ma poésie a mérité cette dignité, c'est le plus grand laurier que puisse avoir un poète dans notre époque. La tâche que vous êtes assignée dans la poésie sud-américaine et dans la poésie de façon générale vous a isolé. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes une leçon pour les jeunes poètes sud-américains contemporains? Mais les termes d'isolement, on devrait l'éclaircir. Je ne suis pas isolé dans ce sens que je suis isolé ni des gens qui pensent des peuples, des villes, de tout ce qui bouge et fait des choses et travaille dans mon pays. Ni je suis isolé dans la littérature avec mes amis, mes camarades, les écrivains. Non, je suis isolé dans ce sens de que j'ai fait un chemin très long en ça et alors c'est difficile de parcourir dans la langue espagnole le chemin que j'ai fait pour arriver à ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais conseiller aux jeunes poètes, sauf l'expérience de la vie, n'importe quelle classe de vie, mais avec des lois systématiques ou pas systématiques qui comptent toujours dans le devoir d'un poète. Le devoir d'un poète, c'est avec sa poésie, avec son expression, avec toute la possibilité de transformation et de développement de sa propre vocation poétique, et en même temps avoir une fidélité pour son peuple et pour la lutte de la majorité de l'humanité. La grande majorité du monde, c'est la majorité opprimée, c'est la grande masse des pauvres. C'est le prolétariat. Si on peut unir dans le cœur des poètes futurs ce sentiment des équations géantes qui se poseront toujours pour être résolus dans chaque cas par les poètes même, par son travail, alors nous aurons une poésie victorieuse qui soit fidèle au principe à l'essence poétique et aussi qu'elle soit fidèle à l'humanisme, au progrès humain, qui ne sont pas des mots vains, qui ne sont pas des lieux communs, qui sont des réalités vivantes et sans lesquelles difficilement un poète peut survivre. Je vous posais la question parce que un jeune poète argentin, César Fernandez Moreno, pour ne pas le nommer, m'a dit un jour que vous étiez une figure qui terrorisait un peu par ses leçons, par tout ce qu'il sentait devoir puiser dans votre œuvre, les jeunes poètes sud-américains. Vous me nommez un poète qui a énormément de talent et qui est chaque fois plus personnel et qui a accompli des tâches encore supérieures que ça. Parce qu'il est le fils d'un des meilleurs poètes de l'Argentine. Il a su développer sa propre personnalité. Et si c'est vrai, en supposant que ce soit vrai, que mon œuvre gravite sur la jeune poésie, le chemin est d'arrêter cet obstacle, l'écarter, même en refusant de partager une opinion admirative sur mon œuvre. Le cordon ombilical doit être coupé, mais ça se réalise, le changement c'est nécessaire et ça vient. J'ai toute confiance dans l'originalité des nouveaux poètes, de la langue espagnole en général. Je vois partout de nouveau la jeune poésie qui est pleine de vigueur, d'originalité et avec un sens nouveau et de mots nouveaux. Pablo Neruda, au terme de ces entretiens, fait sans plan, a-t-il besoin de le préciser,
nous nous sommes laissés un peu aller. Je suis un peu déçu. Parce que nous sommes partis à la recherche de vos racines. Et je pensais que ces racines, vous alliez me les expliquer dans votre enfance, dans votre jeunesse. Vous ne m'avez pas parlé de votre enfance, comme si vous aviez refusé systématiquement de m'en parler. Vous êtes passé immédiatement à la guerre d'Espagne. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi ce refus de l'enfance, maintenant? Ce n'est pas un refus, mais j'ai beaucoup parlé de mon enfance dans presque toute mon œuvre, dans cette conférence que vous avez citée ici. Je ne savais pas que c'était publié. Et dans tous mes livres, dans toute ma poésie, c'est naturel qu'on voyage avec son enfance, mais quelquefois on doit la laisser à côté pour regarder d'autres choses. Ou c'est peut-être que, à mesure que le temps passe, je m'approche de nouveau de mon enfance, je deviens de moins en moins un témoin de cette époque lointaine. Mon enfance a été pleine de malheurs et pleine de joie. Mes plus anciens souvenirs viennent de ce que j'ai gardé, des parfums que j'ai sentis dans la montagne, de ma connaissance de la nature. Je suis encore enveloppé par cette atmosphère de pluie, de froid, de boue qui était le sud de mon pays, où je suis né, aux confins de terre où commencent déjà les archipels, le royaume des volcans et des lacs, et enfin la Patagonie, la terre du feu. Ce sont des places qui rassemblent un peu au nord de l'Europe. Nous avons au Chili même des nuits blanches de Leningrad, dans la ville la plus près du pôle sud qui existe, c'est une ville chilienne qui s'appelle Punta Arenas, Sandy Point, on dit en anglais. Et les souvenirs de tout ça, et des gens qui ont construit avec leurs mains les maisons, les rues. J'ai vu cette construction. Je suis le fils d'un pionneur, d'une famille de pionneurs. Alors, ce sentiment de construction que j'ai acquis dans mon enfance ne m'a jamais abandonné. Je passe ma vie à construire, pas seulement ma poésie, mais ma propre maison que j'ai fait, refait. Alors, c'est important ce que vous disiez, que peut-être j'avais oublié cette partie, ce long étendue, ce long espace de l'enfance. Eh bien, dans la place de ma conversation et de ma voix, je veux que ceux qui écoutent ont écouté avec patience jusqu'à ce moment de notre conversation, vous puissiez lire des poèmes du mémorial de Isla Negra où sont racontés les places, les êtres, la nature qui entourait mon enfance et ont laissé dans mes livres son essence et son âpre parfum de pluie et de forêt. Naquit un homme parmi tant d'autres qui naquirent. J'ai vécu parmi bien des hommes qui vécurent. Ne parlons pas d'histoire, mais de terre. La terre centrale du Chili, cette terre où les vignes ont frisé leur verte chevelure, où le raisin se nourrit de lumière, où le vin naît des pieds du peuple. Paral est le pays de celui qui naquit en hiver. Disparue, la maison, la rue. La cordillère a lâché ses chevaux, la puissance profonde s'est accumulée, les montagnes ont bondi et le village s'est écroulé, s'est enfoncé dans un tremblement de terre. Et ainsi les murs d'argile,
les portraits pendus au mur, les meubles éclopés dans les salles ténébreuses, et le silence que les mouches entrecoupent. Tout est redevenu poussière. Seuls quelques-uns d'entre nous gardent forme et sang, quelques-uns seulement. Le vin aussi. Le vin, lui, est resté vivant. Il est monté jusqu'au raisin égrené par l'automne vagabond pour redescendre au sourd pressoir, aux barriques qui ont pris la couleur de son doux sang. Et là, sous l'effroi de la terre terrible, il est resté nu et vivant. Je ne garde le souvenir du paysage, ni du temps, ni des visages, des silhouettes, rien que la poussière impalpable, la traîne de l'été, et le cimetière où on m'emmena voir parmi les tombes le sommeil de ma mère. Et parce que je n'avais jamais vu son visage, je l'appelai parmi les morts, mais elle n'a rien répondu. Les enterrés ne peuvent savoir ni entendre. Et elle est restée seule, sans son enfant, farouche et évasive parmi les ombres. Et moi je suis de là, de ce Paral, à la terre tremblante, une terre que couvre le raisin né de ma mère morte. Le père brusque revient de ses trains. Nous avons reconnu dans la nuit le sifflet de la locomotive perforant la pluie, de son hurlement errant, de sa plainte nocturne, et bientôt la porte qui tremblait. Le vent en trombe entrait avec mon père, et sous leurs pas et leur pression, la maison trépidait, les portes effrayées claquaient comme une sèche pétarade de pistolets, les marches gémissaient, et une voix sonore grondait hostile, tandis que l'ombre tempétueuse, la pluie comme une cataracte déchaînée sur les toits, noyait peu à peu le monde, et qu'on n'entendait plus rien que le vent qui se battait avec la pluie. Pourtant, sa présence était diurne. Capitaine de son train et de l'aube froide, dès que le soleil vague venait à poindre, on voyait là sa barbe, ses drapeaux, verts et rouges, en place les lanternes, le charbon de la machine dans son enfer, la gare dans la brume avec ses trains, et son devoir envers la géographie. Le cheminot est un marin à terre, et dans les petits havres sans marine, village de forêt, le train court à court que veux-tu, débridant la nature, livré à sa navigation terrestre. Lorsque le long train se repose, les amis se rassemblent, et entrent, s'ouvrent les portes de mon enfance. La table vibre, sous le choc d'une main de cheminot, teinte les gros verres du frère, et scintille et rutilent les yeux du vin. Mon pauvre père dur se tenait là, dans l'axe de la vie, de l'amitié virile et de la coupe pleine. Sa vie fut une rapide milice, et entre son lever à l'aube et ses chemins, entre deux arrivées pour repartir au pas de course, un jour où il pleuvait plus que les autres jours, le mécanicien José del Carmen Reyes monta dans le train de la mort, sans revenir jusqu'à présent. Là, ma nounou s'avance dans ses sabots de bois. Au soir d'hier, le vent du pôle a soufflé, les toits se sont brisés, les murs et les ponts se sont effondrés. Toute la nuit a hurlé avec ses pumas. Et maintenant, en ce matin de soleil glacé, la voici, là, ma nounou, Doña Trinidad Marverde, douce comme la timide fraîcheur du soleil dans les pays de tempête, lampe menue et s'éteignant
se rallumant pour que tous voient bien le chemin. Ô douce ma nounou, je n'ai jamais pu t'appeler belle-mère. Maintenant, ma bouche tremble pour te définir. J'étais à peine à l'âge où l'on comprend que je voyais déjà la bonté habillée de pauvres nippes noires, la sainteté la plus utile, celle de l'eau, celle de la farine. Tu fus cela, la vie te pétrit, tu fus pain, que nous mangions là-bas, de l'hiver long à l'hiver désolé, où notre toit goûtait à l'intérieur de la maison, et ton humilité partout présente, égrenant l'âpre céréale de la pauvreté, comme si tu avais réparti une rivière de diamants. Aïe, maman, comment ai-je pu vivre sans t'évoquer à chacune de mes minutes? Ce n'est pas possible. Je porte dans mon sang ton mar verde, le nom du pain qu'on se partage, de ces douces mains qui dans le sac à farine taillèrent les caleçons de mon enfance, le nom de celle qui cuisina, repassa, lava, sema, calma la fièvre, et qui, lorsque tout fut fini et que je pouvais me tenir bien ferme sur mes jambes, s'en alla obscure et parfaite, vers le petit cercueil, où pour la première fois elle n'eut plus rien à faire, sous la pluie dure de Temuco. Ô lente enfance d'où, comme d'une longue pâture, grandit le dur pistil, le bois de l'homme. Qui ai-je été et quoi? Qu'avons-nous donc été? Point de réponse, nous passâmes. Nous n'avons pas été, nous étions d'autres pieds, d'autres mains, d'autres yeux. Tout se transforma feuille à feuille sur l'arbre, mais en toi, ta peau changea, tes cheveux, ta mémoire. Non, tu ne fus pas celui-là. Cet enfant-là passa, lui, en courant, derrière un fleuve ou derrière une bicyclette, avec le mouvement, s'en alla à ta vie dans cette minute. La fausse identité suivit tes pas. Jour après jour, les heures s'amarrèrent, mais ce n'était déjà plus toi, et l'autre vint, l'autre toi, puis un autre encore, et tu fus toi enfin, et tu finis par t'arracher au passager lui-même, au train, au wagon de la vie, à la substitution, à l'être cheminant. Le masque de l'enfant changea, et la maigreur creusa sa douloureuse condition. L'inconstante puissance s'apaisa. Le squelette tint bon, l'architecture de l'os résista. Le sourire, la démarche, un geste aérien, l'écho de cet enfant nu qui surgit d'un éclair. Pourtant, ce grandir fut pareil aux vêtements. L'homme était quelqu'un d'autre et le portait prêté. Ce fut mon cas. De ma forêt, j'arrivai à la ville, au gaz, au visage cruel, qui mesurèrent ma stature et ma clarté. J'arrivai à des femmes qui en moi se cherchèrent, comme si je les avais égarées. Et ainsi survint l'homme impur, fils du fils pur, jusqu'au moment où rien ne fut plus comme avant, et où soudain sur mon visage parut un visage étranger. Et c'était moi encore, c'était moi qui grandissais, c'était toi qui grandissais, tout grandissait, et nous changeâmes, et nous oubliâmes à jamais qui nous étions. Quelquefois nous nous souvenons de celui qui vécut en nous, et nous lui demandons peut-être de se souvenir de nous,
de savoir au moins que nous fûmes lui, que nous parlâmes avec sa langue. Alors, du fond des heures consumées, il nous regarde mais ne nous reconnaît pas. En fin de compte, concluons. Est-ce que maintenant que vous en êtes rendu là où je vous rencontre, vous n'avez pas le sentiment et ne nous donnez-vous pas le sentiment que toute votre vie a été une tentative ou une tentation de reconquérir cette enfance, de reconquérir l'authenticité de cette enfance, de la reconstruire en quelque sorte? Eh bien, c'est peut-être la vie de tous les hommes, même si l'enfance a été malheureuse, l'enfant continue à vivre notre vie, dans notre vie. Et peut-être j'ai essayé ça, peut-être c'est le vrai chemin d'une vie, ou peut-être c'est une grande erreur. En tout cas, je me souviens de mon enfance avec une certaine passion triste. J'ai découvert le monde, un monde très étrange, très mystérieux. Mais quel monde de l'enfance n'est pas mystérieux? Est-ce que nous voulons retourner à ce mystère? Peut-être, surtout quelquefois, car nous sommes très fatigués de la raison ou de la clarté. Mais en tout cas, maintenant notre devoir est la raison, la clarté et pour moi la poésie.